Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de dérouler l'actualité de ce samedi, arrêtons-nous sur l'événement sportif du jour. La Coupe du monde de football en 2010 sera donc organisée par l'Afrique du Sud. C'est le pays de Nelson Mandela, donné grand favori, qui a donc été désigné par la FIFA devant des étrangers. Il dit, vous, votre continent, il y a les sida, il y a des malarias, il y a la guerre. Et qu'est-ce que vous voulez la Coupe du Monde? J'ai dit, c'est à cause de tout ça là qu'on veut montrer le monde entier que non, il y a tout ça là, mais on a quelque chose qu'on appelle amour. And we want to prove to the world that we need this World Cup to make it better. Et j'ai dit à tout le monde que vraiment, on a besoin de cette Coupe du Monde pour montrer notre vraie figure autant qu'Africain. L'Afrique est prête. Le moment de l'Afrique est arrivé. Maintenant, vous regardez, qu'est-ce qu'il y en a dans notre continent et qu'est-ce qu'on sait faire. Explose! La balle aussi, explosée! La planète entière vibre pour le football. On en pleure, on en débat, on en rêve. En 2010, l'Afrique accueille pour la première fois la Coupe du Monde. Quel symbole politique et quel hommage pour une histoire aujourd'hui oubliée. Qui se rappelle que le football est arrivé dans les valises du colon? Qui imagine ces équipes d'amateurs devenues depuis des clubs internationaux, où ces joueurs déchirés entre leur carrière et les conflits de la décolonisation? Sur plus d'un siècle, le football vit une aventure mouvementée, faite d'assauts, de replis tactiques et de buts légendaires. Cette histoire raconte l'invasion sportive européenne et la spectaculaire contre-attaque des peuples africains. Dans cette épopée, le terrain de football devient le théâtre du monde. Le premier jeu de ballon se situerait en Chine, rebondirait en Italie sous la forme du calcio et se formalise en Angleterre qui en fixe les règles en 1863. Puis, l'onde de choc du football se répand depuis la Grande-Bretagne, gagne le reste de l'Europe et envahit l'Afrique à travers le maillage colonial dès 1885. Quand les colons apportent le football en Afrique, les peuples y possèdent déjà leurs propres traditions. Des jeux, des pratiques corporelles et rituels que le sport colonial veut éliminer. Les sports modernes arrivent en Afrique dans un contexte très particulier. Dans un contexte où l'Africain lui-même, c'est-à-dire le sujet, l'indigène, est porté, posé, défini comme étant inférieur au colonisateur. Or, ce qu'apporte la colonisation, c'est avant tout un projet de civilisation. Donc, l'introduction des jeux va passer par une première phase qui est celle de la négation des jeux africains. Le tir à la corde, c'était le jeu où les plus forts venaient s'exhiber. Alors, c'était un jeu qui s'organisait entre les quartiers, entre les villages, parfois même entre les familles. Allez, c'est nous! Quand les Allemands sont arrivés, le roi Njoya a vu l'armée allemande avec ses troupes. Savez-vous ce qui s'est passé? Njoya a déclaré haut et fort que son armée était plus puissante que l'armée allemande. Ils ont dit, on procède à une épreuve de tir à la corde. L'armée Bamoun, composée de 20 personnes d'un côté, l'armée allemande de l'autre côté, de 20 personnes. C'est l'armée Bamoun qui a trimballé l'armée allemande. Les traces de ces traditions sont aujourd'hui largement effacées. Le colon a finalement gagné et le football est devenu le sport roi sur tout le continent. Les Britanniques, puis les Portugais, les Français ou encore les Belges ont tous répandu le virus du ballon rond.
Mais chaque empire l'a fait à sa manière, souple ou autoritaire, par la rue ou par l'école, par le curé ou le militaire, pour les Noirs ou pour les Blancs seulement. À ce jeu, les Anglais ont une génération d'avance. Leurs colonies sont les premières touchées par la passion du football. Au début du XXe siècle, l'Égypte n'est pas une colonie, mais un dominion. Les Britanniques l'administrent, mais ne la dirigent pas directement. Sous ce statut de semi-indépendance, elle possède toujours un roi, une aristocratie puissante. Les élites égyptiennes brûlent de récupérer leur pays. Le football va jouer un rôle décisif dans cette lutte. La jeunesse instruite de l'université Al-Azhar crée, imitant le colon, le club de football Al-Ahli dans un pur esprit de résistance. C'est le premier club de football de tout le continent africain. 1907 أنشئ أو أعلن رسميا إشهار اسم النادي الأهلي على هذا المكان، لكن كانت الفكرة كلها إزاي هؤلاء الطلبة زعماء الحركة الوطنية في مصر مصطفى كامل غيره من رموز الحركة الوطنية إزاي يقدروا يتجمعوا في هذا المكان عشان يطالبوا باستقلال مصر، وإزاي يقدروا يلتقوا في هذا المكان يمارسوا الرياضة، يتناولوا كل الشؤون العلمية والتعليمية اللي فيما بينهم، وينسقوا جهود الحركة الوطنية من غير ما الإنجليز يجي يقبض عليهم. لكن النادي الأهلي اختار اللون الأحمر، اللون التقليدي والتاريخي له، بلون الدم، وهو الاستعداد للتضحية بالدم من أجل استقلال الوطن ومن أجل الحصول على حق الاستقلال وخروج الإنجليز. كان الأهلي بيرفض باستمرار في بداياته اللعب مع الإنجليز، فده سبب غياب الأهلي عن أول بطولة لكأس مصر في 1920. لا، النادي الاهلي العكس خالص. النادي الاهلي خد من الوطنيه وخد من الاتجاه الشعبي والوطني ان هو يقاوم الاحتلال، يحاول يحقق ذاته كويس، ما يعتمدش على الاحتلال. واعتقد النادي الاهلي اكتسب شعبيه كبيره جدا. The translation of Al-Ahli means national. So it's like the club of the nation. 90% of Egyptians support Al-Ahli. It's a huge club, it's a big club, it's not only football, it's a social club, as you can see. It has always comprised of, as you can say, la crème de la crème of the Egyptian society. فأصبح هو نادي بدايته وطنية، صفوفه من النخبة، قاعدته من الشارع. انت يعني البائع البسيط في الشارع المصري اللي بيبيع العيش بيحب الأهلي، أستاذ الجامعة بيحب الأهلي، رئيس الجمهورية بيحب الأهلي. الملك فاروق آخر ملوك مصر لما حب يحتفل بليلة العيد كان هنا في النادي الأهلي. أم كلثوم لما حبت تغني للملك يا ليلة العيد أنستينا غنتها من خلال النادي الأهلي. L'équipe égyptienne est la seule équipe africaine à apparaître sur la scène internationale pendant la période coloniale. Les pharaons participent aux Jeux olympiques de 1924 et 1928, puis à la Coupe du monde de 1934. Ailleurs encore, ce sont les puissances coloniales qui gèrent tout, qui dirigent tout. Donc ces pays-là n'existent pas en tant que tels, ils ne peuvent pas vraiment se montrer au plan continental et surtout au plan international. Donc il n'y a guère que l'Égypte, parce que sa fédération a été créée, parce qu'elle est reconnue, qui peut exister après la Première Guerre mondiale. L'Égypte fait figure d'exception en parvenant à desserrer l'étau colonial. Son football peut s'exprimer librement et prend des décennies d'avance sur le reste de l'Afrique. Pour les autres pays du continent, l'autonomie n'est encore qu'un rêve. Ils continuent à subir la culture de l'occupant. Quand les Anglais arrivent en Afrique, la première chose qu'ils font,
C'est en instituant le sport à l'école, ce qu'ils veulent en premier lieu faire passer comme message, c'est surtout pas la pratique, ils ne recherchent pas des champions. Mais ils veulent inculquer à ces indigènes, puisque c'est comme ça qu'il faut les appeler, n'est-ce pas, les valeurs de la chevalerie anglaise. Et là, le football fait partie de ce qu'on appelle la chrétienté du muscle, ou the muscular Christianity, c'est-à-dire l'idée qu'au travers du sport et du football, on va apprendre les valeurs, donc les valeurs de loyauté, les valeurs de l'esprit d'équipe, les valeurs de courage, et ça fait partie, comme en Angleterre, du processus éducatif. Football was introduced into this country by British sailors in Cape Coast. The sailors, they come out, they come to the shore, come out and play with the Ghanaians. It became one of our biggest sports thing. It started first and foremost between the whites, then against the blacks or the natives. That was when the evolution started. The history of Ghana football cannot be complete without the contribution of the workforce, the labor force in this country. In the absence of organized teams, you have people who have the passion for the game. So where you have railway workers, there was a need to sort of come around, organize, teams, sort of, and then play some challenge matches amongst themselves. Probably it could be railway versus sport workers and so on and so on. Le football pénètre et se répand à l'intérieur du territoire, en suivant le parcours du chemin de fer jusqu'aux régions minières exploitées par les colons. La ville de Koumassi deviendra la seconde ville du ballon rond au Ghana, et son club, les Asante Kotoko, l'éternel adversaire des Accra Hearts of Oak. In fact, the history has it that the first team that was formed was called Invincible, but it was formed at one part of Accra. But in order to give Invincible competition, Hearts of Oak was formed by some friends on the 11th day at the 11th hour, 11th minute of the year 1911 in Ashotown. Les Accra Hearts of Oak, les cœurs de chêne en français, sont bientôt centenaires et constituent la plus ancienne équipe d'Afrique subsaharienne encore en activité. Ils traversent le siècle avec un succès parfois inégal. De 1997 à 2002, ils offrent à leurs supporters le titre national 6 années consécutives. Leur victoire en 2000 en Ligue des champions de la CAF leur vaut d'être élus par CNN la 8e meilleure équipe de tous les temps. You know, the resilience of the club, arising out of the strength of the oak tree, has given us what we call the never say die spirit. And when you are playing Accra of Oak, they never give up till the whole thing. And when they say till the bones are rotting, it is difficult for the bone to rot. So that means the club never comes down. Hearts of Oak is one of the biggest clubs in Africa. And it has produced a lot of players in Africa, even in Europe. So that is a very good motto. Never say die till the bones are rotting. Yeah. It's a club of gentlemen. And every gentleman will want to associate with Accra Hearts of Oak. Gracious in defeat and humble in victory. La souplesse du colonialisme anglais a facilité la transmission des valeurs de fair play au Ghana. Les Britanniques inculquent leur culture sportive et organisent les compétitions entre les clubs indigènes. Ils ne souhaiteront pas administrer eux-mêmes, parce qu'ils sont bien conscients du fait qu'ils n'en ont pas les moyens. Mais ils mettront en place, à travers l'indirect rule, une forme d'administration indirecte. C'est-à-dire, ils inculquent les grands principes, les grandes orientations, mais c'est aux indigènes eux-mêmes de se conduire et de s'administrer. The expatriates we're talking of, in terms of numbers, they were just a handful, administrators, managers, traders. But the game was being played predominantly by the locals. You must also not forget about the fact that when you are ruling people, right, and there's a lot of anger and agitation around,
they wanted to have their country back. So at that point, it was necessary for the colonial government to support football as a way of allowing the people, the citizens, not only entertainment, but at least it takes their mind off certain things. You know that it is not only a unifier, but it's equally a peacemaker. Dans l'Empire français, le mode d'administration est nettement plus autoritaire. La France partage avec son empire. Dans le projet colonial français, il est question d'assimiler. On va faire des indigènes des hommes et des femmes à notre image. On va leur inculquer un ensemble de connaissances et ils devront se rapprocher le plus possible, n'est-ce pas, de notre image. On va les diriger, on va les administrer directement. D'où l'idée des administrateurs coloniaux et de tous les relais qui sont faits à la fois par les commerçants, les planteurs, les industriels, bref, le colonial. Le colonialisme français reprend les formules éprouvées de l'État français. Centralisme, mainmise administrative stricte et directe, gestion militaire des populations. Le football et les sports collectifs, activités de loisirs d'inspiration britannique, sont alors méprisés au profit de la gymnastique et de l'éducation sportive. Dans les colonies françaises, c'est d'abord l'éducation physique qu'on cherche à développer parce que on veut recruter ce que le général Mangin a appelé la force noire, donc ces tirailleurs sénégalais qui ont été très nombreux à servir et à mourir pour la patrie entre guillemets entre 1914 et 1918. De la Méditerranée au golfe de Guinée, sur un magnifique domaine... Pour la métropole française, il n'est absolument pas question d'introduire le sport. Le sport est avant tout une pratique du colonat, c'est-à-dire des Blancs qui sont sur place, et ce sont eux seulement qui pratiquent le sport. À son arrivée, le football est d'abord un loisir réservé à l'élite coloniale. Pour la jeunesse tunisienne, il a le goût de l'interdit et bientôt celui de la revanche. Le premier club qui a été fondé en Tunisie l'a été en 1906. Je crois que c'est le Racing Club de Tunis. Il y avait le Stade Gaulois, il y avait l'Avant-Garde, il y avait la Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, rien à voir avec notre histoire authentiquement nationale. Les rares Tunisiens qui faisaient leurs études dans les établissements secondaires se sont initiés au football avec leurs camarades français ou italiens. Et c'est comme ça que le football a débuté pour nous. Le sport entre par l'école, arrive chez les élites, avant de redescendre dans les populations. Donc c'est un mouvement extrêmement long, extrêmement tardif. Ce qui permet de penser que le sport ne rentre finalement que de façon subversive. Déjà, cette évolution, au départ, elle ne rencontrait pas une adhésion particulièrement voyante de la part des milieux traditionnalistes qui déjà voyaient tout ce qui venait de l'étranger comme peut-être assez suspect. La Tunisie était alors sous un régime colonial sévère. Au lendemain de la guerre, le régime ici en Tunisie s'est encore plus durci. Lorsque les soldats tunisiens qui ont combattu pour la France sont rentrés en Tunisie, ils ont été admis dans quelques clubs ici et là. Bien sûr, ils étaient toujours en minorité. Et un beau jour, il y a eu cette nécessité d'avoir un club purement musulman qui s'est manifesté. Et c'est de là qu'est née l'Espérance. Tout cela s'est déroulé dans un contexte de rivalité ethnique, religieuse, politique. En 1917, un affrontement au stade de Tunis entre juifs et musulmans dégénère en émeute urbaine. Les autorités coloniales françaises soumettent la reprise des matchs à la création d'une équipe mixte réunissant les deux communautés. 3 jeunes Tunisiens de 18 ans, menés par Mohamed Zouaoui, s'y opposent. Alors ces jeunes-là, justement, s'étaient retrouvés dans un café pour discuter de la création de ce club-là. Ils ne savaient pas du tout comment procéder.
Et ils n'avaient pas envie d'appeler l'Espérance comme la plupart des clubs du monde. Football club, Racing club, athlétique, etc. Ils avaient envie de choisir un nom générique qui soit puissant et qui soit beau. Et ils ont eu la chance justement de se retrouver dans le café de l'Espérance, aux portes de la Médina. Et l'un d'entre eux s'est exclamé, il s'est dit « Mais pourquoi ne pas choisir le nom d'Espérance ?» C'est une notion qui est magnifique, qui est superbe et qui exprime parfaitement nos besoins. Les difficultés ont commencé immédiatement parce qu'il fallait rédiger des statuts, il fallait se conformer à une réglementation qui existait à l'époque et qui prévoyait que ces équipes devaient être présidées par un Français. Les trois jeunes acceptent pour commencer la présidence du Français Louis Montassier. Mais 6 mois après l'agrément, ils s'en débarrassent au profit de l'avocat tunisien Mohamed Malki, puis du docteur Zouiten. Ainsi, en 1919, naît avec l'Espérance sportive de Tunis la première véritable équipe nationale. Lorsqu'elle est arrivée à se battre et lorsqu'elle a commencé à gagner ses premiers matchs, il y a eu un mouvement de sympathie énorme qui s'est greffé autour du club et c'est ce qui a fait sa notoriété. Tout le monde est devenu espérantiste parce que l'Espérance jouait ce jour-là contre le Stade Gaulois ou le Racing ou l'Italie ou qu'elle a enlevé un titre, etc. Par conséquent, c'est un réconfort national que les populations ont vécu tout au long de cette épopée. Ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut dire, c'est que la colonisation n'était pas... C'était pas la fête du dimanche tous les jours, ça c'est clair, c'était pas ça. La colonisation, c'est avant tout un rapport de force. C'est un rapport de force extrêmement dur, mais également extrêmement subtil. C'était pas des hommes en armes qui arrivent, qui tabassent tout le monde tout le temps. C'était pas que ça. C'était l'école, c'était la culture, c'était quelquefois des loisirs en commun. Des choses qui laissent penser qu'un mode de vie serait supérieur à un autre, des choses qui laissent penser que des façons de faire seraient supérieures à d'autres. Et des choses qui laissent penser que la vie en commun, la vie en communauté, finirait par nous donner l'impression qu'on est tous égaux. On ne se trompe pas. C'est pas parce que l'agent colonial se retrouve dans un village à jouer au football avec des gamins que subitement ils sont égaux. Non. Ça ne trompe personne. Les partis politiques sont interdits. Très vite. Associations politiques interdites, activités politiques interdites. Mais en revanche, les activités culturelles, elles demeurent et elles perdurent. Et c'est au flanc, je dirais, de ces associations culturelles que vont se constituer les associations sportives. À Yaoundé, on aura le canon de Yaoundé, on aura le tonnerre de Yaoundé, on aura le diamant de Yaoundé. Autant d'équipes qui renvoient à des communautés, à des tribus bien précises, autant d'équipes qui sont le porte-flambeau de groupes tribaux. Tout au départ, les équipes appartenaient à des clans, à des ethnies, et qui n'avaient rien à voir peut-être avec le colon, parce que les équipes naissaient dans les quartiers, les équipes naissaient dans les groupes ethniques, elles fonctionnaient ainsi. Lorsque vous êtes à Yaoundé, si vous demandez le quartier Mvoumbi, on va vous dire que ça, c'est le fief du canon. Le canon s'entraîne sur le site qu'on appelle Nkoleoué. C'est toujours la même zone, parce que c'est la grande chefferie qui s'étend jusqu'à ce site du canon. L'ethnie continue à contrôler le canon, plus ou moins. Le pouvoir colonial, très vite, va racialiser les rapports entre les différents acteurs. C'est-à-dire, on considérera de façon très précise que d'un côté, il y a les blancs, de l'autre, il y a les noirs, racialisant, mais va aussi tribaliser les rapports. C'est-à-dire qu'il y a des ordres hiérarchiques comme ça qui vont être constitués. Les blancs, les noirs, et puis parmi les noirs, certains qui sont un peu plus intelligents que d'autres, d'autres qui sont un peu plus stupides, d'autres encore qui sont malhonnêtes, etc. On va tribaliser ainsi, de façon à réorganiser une cartographie qui se nourrit essentiellement de préjugés, de stéréotypes.
Ça, c'était un principe de gouvernance. Il fallait diviser les populations, il fallait diviser les peuples pour mieux les asservir, pour mieux les tenir, au lieu d'en faire des groupes homogènes. C'était précisément pour que l'émancipation ne prenne pas, puisque chacun a une ethnie, chacun a un village, y compris Jésus. Donc, quoi que vous fassiez, lorsque vous êtes émancipé et que vous voulez en faire en profiter le reste de vos frères de nation, il suffit qu'on vous ramène à votre ethnie pour que vous ayez moins de portée que si ça avait été national. Et voilà comment les premiers nationalistes ont été décrédibilisés. Et cela est resté. Aujourd'hui encore, tout le monde a le réflexe de juger vos actions au travers de votre ethnie. La société coloniale est une société de division. Elle fige un système d'inégalité et bloque toute évolution. En Afrique du Sud, la folie ségrégationniste dégénère en un régime politique avilissant. L'apartheid est institué dans les textes de loi et dans la constitution du pays en 1948. Sur les terrains de football, comme dans tous les actes de la vie quotidienne, les Noirs et les Blancs vivent dans deux mondes séparés. Dans d'autres colonies, des apartheids tout aussi violents sévissent. Le régime colonial le plus ségrégationniste a été le régime colonial italien. Ce régime ségrégationniste, il a été fortement renforcé par le fascisme et la dérive raciale qu'a connue le régime fasciste au cours des années 30, avec en 1938 la publication du statut de la race et surtout la conquête de l'Éthiopie en 1935-1936. Le 10 janvier 1935, les combats reprennent. L'Italie mobilise alors 60... Les joueurs, notamment éthiopiens ou les joueurs érythréens, eh bien, ont été obligés de disputer des ligues séparées, parfois d'ailleurs avec un public blanc qui les encourageait à se battre parce que telle était l'image qu'ils devaient produire pour correspondre à la sauvagerie que l'idéologie fasciste leur attribuait. Dans les colonies belges, l'idéologie raciste est moins triomphante. Pourtant, la séparation des races y est aussi marquée. Les colons craignent les rencontres entre noirs et blancs sur le terrain de football. En ce temps-là, il y avait la séparation. Les Africains, les Congolais, ils avaient leur championnat. Les Européens avaient leur championnat aussi. À Kinshasa, il y avait le cercle, l'amicale portugaise, les nomades, encore qui, équipe de société. C'était les Européens entre Européens et Africains contre Africains. Tout était séparé. Même dans les magasins, la caisse de blancs était à part et des noirs aussi à part. Il y avait des magasins où les noirs ne rentrent pas que de blancs. Après 21h, vous ne pouvez plus vous voir sur les routes. Et il y avait le clairon qui sonnait et puis tout le monde devait rentrer chez eux. Dans ce contexte d'opposition raciale, un homme va tenter d'infléchir le joug colonial, le père Raphaël de l'Akétule de Riov. Celui que les Congolais surnomment par respect Tata Raphaël a compris que l'émancipation des Congolais va dans le sens de l'histoire. Il était tout à fait atypique et il n'avait pas des vues qui étaient nécessairement celles de l'esprit de l'époque selon lequel on dirigeait une administration coloniale. Il voulait promouvoir le progrès du Congolais à l'époque. Et c'est d'ailleurs dans son école, c'est là où sont parties toutes les grandes personnalités, les premières grandes personnalités du pays. Les premières universités sont sorties de l'école de Kinshasa. Le père de l'Akétule lance un ambitieux programme scolaire. Le second pilier de son action est le sport, et plus particulièrement le football. Il crée un gigantesque centre omnisport à Léopoldville, comprenant des cours de tennis, des terrains, un bassin de 4000 m². Il fait assécher les marais pour y construire les stades géants du roi Baudouin et de la reine Astrid.
Il dirige personnellement ses travaux pharaoniques. Nous étions la main-d'œuvre. Nous étions bonga, tout. Nous étions les main-d'œuvre. Chaque mardi, on allait faire des travaux manuels, on portait du sable pour pouvoir construire les tribunes. Le stade de Tata Raphaël, ça c'était un joyau d'Afrique, parce qu'en Afrique, il n'y en avait pas un stade comme ça. 80 000 personnes. 80 000 personnes en ce du temps colonial, là. Il n'y avait pas d'obstacle devant lui. Hein. Lui, il fonçait. Il allait commander de l'argent dans sa famille même. Vous savez, chaque fois qu'il venait en Belgique, il allait trouver tout le monde. Et on savait pourquoi. C'était notamment parce qu'il nous demandait de l'aide concrète. Et il allait voir tout le monde. Pas seulement les industriels et la famille, mais aussi les officiels, l'administration. De la folle énergie de Tata Raphaël sortent progressivement les prémices du football congolais. La récréation ou bien les vacances, c'est le football. Vous devez jouer au football. Les élèves qui ne voulaient pas aller à l'école ou qui s'enfuyaient ou qui faisaient l'école buissonnière, ils leur donnaient parfois un petit coup de bottine, gentiment, pas très fort, un petit coup de bottine. Et alors, à ceux qui n'allaient pas jouer au football, parce que c'était devenu, ils l'avaient rendu obligatoire dans la cour de récréation de l'école, ils donnaient amicalement un petit coup de clé dans les mollets. Il organisait des championnats interscolaires comme ça. Et on jouait pendant toute une journée entière. Hein. Et il a transformé ça en des équipes par quartier. Et donc il y en avait beaucoup plus. Et puis progressivement, il a réuni toutes ces équipes au niveau de toute la ville, et puis toute la région, et puis tout le Congo. Et donc il a formé des équipes nationales qui étaient devenues très fortes. Cette équipe nationale, surnommée les Lions, sera reprise par Mobutu après l'indépendance. Tata Raphaël ne connaîtra jamais cet héritage. Malade, il retourne en Belgique pour se faire soigner et y décède en 1956. Les Congolais ont envoyé une pétition signée par énormément de monde, et notamment des ministres, parce que beaucoup de ces anciens élèves étaient devenus ministres et qui ont demandé de le rapatrier. Alors il a été rapatrié. Il est arrivé, il y a eu un cortège énorme. Vraiment, tout Kinshasa était là. Et c'était le retour d'un Congolais parmi les siens. Les premiers matchs initiés par Tata Raphaël entre équipe noire et équipe blanche se poursuivent. Triste retour de l'histoire, ils ouvrent la voie aux émeutes et à la colère raciale. En 1957, l'Union Saint-Gilloise, équipe professionnelle belge, rencontre une sélection congolaise à domicile. Le modèle colonial belge n'y résistera pas. Il y a eu un joueur de l'Union, le nom j'ignore, a marqué le premier but dans des conditions douteuses. Et nous avons eu la même occasion, et dans des conditions presque identiques, et on marque, mais l'arbitre a mis nul le but. Mais après le match, le public était énervé. Les Congolais ont commencé à jeter des pierres sur les voitures, les Européens là-bas, tout un tas d'histoires. On a constaté les gens fouiller à gauche, à droite. Alors nous, on a vite senti notre oncle qui est venu. Ah, venez, on est en train de tuer les Blancs. Ça a déclenché les prémices de l'indépendance. Indépendance, le mot est lâché. Il est dans toutes les têtes. L'Europe est sortie affaiblie de la Seconde Guerre mondiale et les métropoles ont prouvé leur fragilité. Elles jugulent de plus en plus difficilement les aspirations des peuples. En Asie, les nations se libèrent. Dans le même temps, la passion du ballon rond s'enracine en Afrique. Le football n'est plus la seule affaire des Blancs. Le terrain devient le lieu d'expression des nationalismes. Au sein des clubs et associations sportives autorisées par les colons, les leaders indépendantistes trouvent un abri politique et un public conquis. Le ballon rond se retourne contre l'occupant. Même les leaders du mouvement national ont rejoint l'Espérance en 1931. Le père de l'indépendance tunisienne a été membre du comité directeur de l'Espérance avec son frère qui était secrétaire général et lui était vice-président.
Si le président Bourguiba, le leader de l'indépendance, a éprouvé le besoin de s'intégrer à l'espérance, parce que c'est parce qu'il avait déjà mesuré toute l'importance et tout que cela pouvait avoir pour le mouvement national de canaliser une association extrêmement populaire. Parce qu'entre-temps, bien sûr, toute la population tunisienne s'est intéressée au football. En Afrique de l'Ouest, un homme politique profite de l'engouement de la jeunesse pour le football. C'est Nnamdi Azikiwe. Se moquant des Anglais et de leurs interdits politiques, il construit le football de son pays comme un véritable cheval de Troie de l'indépendance. Nnamdi Azikiwe a été élevé dans un collège presbytérien où il a appris à jouer au football. Et puis il part aux États-Unis dans les années 20, où il va rouler sa bosse. Il est mineur, blanchisseur, il est aussi boxeur professionnel. Et puis il finit par faire une thèse de sciences politiques. Et c'est quelqu'un qui est très impressionné, comme tous les visiteurs des États-Unis à l'époque, par la modernité américaine, notamment l'importance des médias. Rentré dans les années 30 au Nigeria, il fonde un groupe de presse important et il va financer également des équipes de football. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, Azikiwe organise, au profit officiellement de l'effort de guerre britannique, une grande tournée dans tout le Nigeria. Et à la fin de chaque match, il prend la parole et tient tout un discours nationaliste réclamant l'indépendance, exigeant que, comme paiement en quelque sorte de l'effort qui est fait par les Nigérians en faveur de la métropole, des réformes politiques soient vite menées. La stratégie d'Azikiwe sera payante. Il deviendra le futur président du Nigeria décolonisé. Les sportifs contribuent, à l'égal des politiques, à l'émergence du sentiment national. Des joueurs de talent explosent et font la fierté de leurs supporters. Les Ghanéens, toujours apolitiques et fair-play, s'affirment balle au pied, conscients des progrès qui restent à accomplir. Ils rêvent de dresser à la face du monde les couleurs de leur pays. I'm a striker. I am a striker. And in school and everywhere, I started scoring goals. But you put me at any position on the forward line, I am in. There are so many teams in this town that I've played for. We don't buy players and we don't sell players. If you want to play for the other team, you go and they register you. You only play it for the love of the game. And that was how we understand amateurism. Sike Djamfi est la star des années 50 au Ghana. Ce grand joueur et futur entraîneur a une passion scientifique pour le jeu. Il va s'inspirer des méthodes des coachs étrangers pour échapper à l'amateurisme. La légende des Black Stars est en marche. During those days, we need people to come in and teach us more. We wanted to know more about the game so that we can interact with other nations. When we went to our first European tour, that we went to England and Ireland, we went there with all system being played because we are colonialists. Nothing comes in. We don't learn from it. One of the teams beat us 10 goals, and we were able to score only one. We learned a lot, and we came back with new ideas and new tactical movements. We have moved away from the third back game into WM system. À la veille des indépendances, les premières équipes africaines s'affrontent dans des compétitions intercontinentales, sous la houlette du colon. C'est la reconnaissance implicite des nations à venir. 1953, we were playing here in Accra against
Nigeria. At that time, Nigeria was our closest enemy. We were mad. We were mad that day. And we were seeking for a goal. It was about 5 minutes or 3 minutes to the time. And I scored that goal. People appreciated it and they carried me up and down and so on. I've scored goals. But that day, what happened in Ghana here, I remember it. And I can never forget it till I die. Yeah. Alors que sur le continent la colère gronde, les métropoles invitent les équipes africaines à se produire en Europe. Ces matchs servent de vitrine aux empires et chantent les bienfaits de la colonisation. Dans cette ligne politique, au Portugal, le régime du général Salazar développe un concept colonial original, le lusotropicalisme. Le lusotropicalisme vante les mérites d'un empire métissé dans lequel les inégalités raciales sont tout simplement ignorées. Les grands clubs portugais, le Benfica ou le Sporting de Lisbonne, recrutent les talents des colonies angolaises et mozambicaines. Des joueurs comme Eusebio explosent sur la scène internationale. Oh la sortie sort de service, oh là là, deuxième but par Eusebio. De la tête, Eusebio a plongé, a trompé son. Eusebio vient de donner la victoire à l'équipe du Portugal. Eusebio, premier ballon d'or africain, sera involontairement le porte-drapeau de la dictature portugaise jusqu'à la décolonisation tardive des années 70. 52 000 personnes assistent à Colombes au match France-Tchécoslovaquie, le 8e du nom. En France, on développe une théorie voisine, celle de l'assimilation. On voit alors apparaître les premières stars d'origine africaine dans les équipes de métropole. Leur talent commence à imposer un autre visage de l'Afrique, mais la reconnaissance sera le fruit d'un long combat. Les joueurs africains sont considérés d'abord comme de potentiels joueurs français. À savoir qu'ils sont licenciés dans une ligue qui dépend de la Fédération française de football, et si besoin est, eh bien, ils peuvent être sélectionnés pour jouer en équipe de France. Alors ça a été surtout le cas des joueurs d'Afrique du Nord, mais dans la seconde moitié des années 50, eh bien, de plus en plus de joueurs d'Afrique de l'Ouest, française, vont en France. Dès les années 30, Raoul Diagne, fils d'un député sénégalais, Blaise Diagne, est le premier joueur noir en équipe de France. Enfant de la haute bourgeoisie, évoluant au Racing Club, il a incarné le visage idéal de l'assimilé. Le Maroc, pays de légende et de mystère. Larbi Ben Barek, c'est quelqu'un de tout à fait différent. Il est né à Casablanca, il est marocain, il a la peau noire, il est musulman. Et il a commencé à jouer, comme beaucoup de gamins, dans les rues de Casablanca, avant d'être remarqué par les dirigeants de l'US marocaine. Par le biais de ces réseaux de la France coloniale, de commerçants, eh bien, il devient vite une des vedettes de l'Olympique de Marseille, au rôle, en gros, d'inter ou d'attaquant. Marseille 0 à la 8e minute de jeu. Ben Barek s'est porté à l'attaque. Il passe à Mercurio. C'est un joueur qui est extrêmement doué techniquement, un grand dribbleur, qui va faire son entrée en équipe de France, donc à partir de 1937-38. Ben Barek, c'était le Pelé, le premier Pelé dans l'histoire du football mondial. C'était quand même le plus grand footballeur noir de l'histoire du football avant Pelé. La presse française n'acceptait pas qu'un joueur noir soit meneur de jeu de l'équipe de France. Ils l'ont beaucoup critiqué, souvent critiqué. Mais c'est le premier, pour moi, qui ai vu Pelé, Maradona, Cruyff, Platini, etc., etc. Je les ai vus et je l'ai vu à lui. Et ben je dis, c'est le jour et la nuit. Hein. C'était un joueur élégant, c'était un joueur d'inspiration, c'était un joueur de correct.
Il avait une technique extraordinaire. C'était un artiste, c'était un artiste, un grand artiste. Il avait une détente et puis exceptionnelle. Excellent technicien d'ailleurs. Quand on parlait de lui, ceux qui l'aimaient bien disaient le footballeur qui parlait en arabesque. C'est quand même joli ça. Ben Barek, alors en fin de carrière, participe au match qui oppose les joueurs d'Afrique du Nord à la sélection française de Métropole, le 7 octobre 1954. Avec ses coéquipiers, il s'impose par 3-1 devant le public du Parc des Princes médusé. 3 semaines après ce choc sportif, la guerre d'Algérie éclate avec les attentats de la Toussaint Rouge. Quelle étrange proximité entre ces deux événements, l'un sportif et l'autre politique. Pour les vedettes du football algérien évoluant en France, l'heure des choix va sonner. Bentifour, par exemple, qui était le premier international d'origine algérienne à disputer une Coupe du Monde, c'est-à-dire en 1954, Bentifour, il prenait de l'argent, il prenait les cotisations pour le FLN, il cachait certains personnages, je pense qu'il a dû aussi cacher des armes. Bon, donc il était militant actif, déjà. Bon, et c'était un international français. À cette date, Rachid Mekloufi, la jeune vedette de l'AS Saint-Étienne, n'a pas encore l'engagement politique de Bentifour. Son évolution personnelle épouse étroitement l'émancipation du peuple algérien. Né à Sétif, en 1936, Rachid Mekloufi assiste aux événements dramatiques du 8 mai 1945. En Algérie, comme dans tout l'Empire français, on fête ce jour-là la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les revendications des nationalistes algériens s'expriment à cette occasion. L'armée française réprime ces manifestations. En 1945, j'avais 9 ans. Et je me rappellerai toujours du jour où il y a eu 40 000 morts assassinés par l'armée française. Constitutifs de l'identité algérienne, les massacres de Sétif ont été occultés de l'histoire de France. Ce douloureux souvenir n'étouffe pas la passion du jeune Mekloufi pour le football. En 1956, son rêve se réalise quand Jean Snella l'engage à Saint-Étienne. Attaquant spectaculaire, il devient la coqueluche du club. J'étais un jeune fou, chien fou, avant. Je demandais que le ballon dans l'espace. Et j'allais marquer. C'est une mitraillette, c'est un marqueur de but. Je pense qu'il termine quasiment deuxième meilleur buteur du championnat de France, avec plus de 20 buts, 21 buts, je ne me rappelle plus, en 57, je crois. J'étais footballeur à Saint-Étienne, on gagnait de l'argent, on gagnait des matchs, on gagnait tout ça. Mais en tant qu'homme, j'étais nul, j'étais rien du tout. Cet acquis que j'ai obtenu pendant 4 ans avec l'équipe de FLN, je n'aurais jamais pu le combler avec tout l'argent que j'aurais gagné à la Coupe du Monde. À la veille de jouer la Coupe du Monde 1958 sous la bannière française, Mekloufi est contacté par d'autres joueurs de Sétif opérant pour le Front de Libération Nationale. Les combats durent depuis 4 ans en Algérie. La majorité du peuple français ne savait pas qu'il y avait une guerre en Algérie. On voulait faire croire qu'en Algérie, il y avait des félagas, il y avait des brigands, mais qu'il n'y avait pas une véritable guerre. Le FLN a eu l'idée extraordinaire de faire de telle sorte que les meilleurs footballeurs partent, quittent les clubs et disent non, il y a la guerre contre le peuple algérien, on s'en va. Hop, tous les footballeurs algériens sont partis. Et là, ça a été un vrai choc psychologique. Je crois que ce geste-là a fait avancer l'histoire de manière considérable. C'est-à-dire que la guerre aurait sans doute duré beaucoup plus longtemps s'il n'y avait pas eu cette prise de conscience. Au signal du FLN, les joueurs algériens quittent le sol français dans la clandestinité et perdent leur statut de footballeurs vedettes. Ils se retrouvent à Tunis, siège du Front de Libération. La presse internationale couvre l'événement et fait d'eux les nouveaux visages de la lutte indépendantiste. Cette équipe-là était le porte-drapeau du football africain et elle jouait bien au football. Ça a été une équipe extraordinaire, sans doute la plus grande équipe d'Afrique de l'époque. Dans l'équipe du FLN, il y avait 10 Zidane.
Bekloufi devait faire la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Ditouni qui était appelé à jouer au Real. Normalement, Di Stefano le voulait au Real. Donc ce sont des joueurs de très très haut niveau. Il y avait un joueur qui s'appelait Haribi, Mokhtar Haribi. Et c'était un monsieur qui jouait demi, et c'était un monsieur qui ne courait pas du tout. Et ça nous a surpris. Moi, ça a été surpris. Mais le ballon, tac, 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 tac. Et le lendemain, dans les journaux, on a fait sa caricature, on l'a fait dessiner avec un compas et un trigonomètre, là. Mais c'était ça, le football. C'est-à-dire, c'était le ballon qui courait plus vite. Et nous, en Tunisie, à l'époque, on faisait l'inverse. Le football tunisien a énormément progressé grâce à cette équipe du FLN. On a constaté qu'on avait des qualités globales extraordinaires et qu'on pouvait rivaliser avec n'importe quelle équipe, etc. Et c'est là où on a fait beaucoup de tournées, beaucoup de matchs, on en a fait... un peu en Europe de l'Est, dans certains pays d'Afrique, etc. Les pays qui voulaient les recevoir, parce qu'ils étaient bannis de la FIFA. Hein. Cette équipe n'était pas reconnue. Tout pays qui jouerait contre nous serait suspendu. Bon, ici à Tunis, Bourguiba, ils les ont envoyés balader. Il leur a dit, écoutez, non seulement ils jouent, mais en plus le drapeau, il monte. Quand la FIFA a appris ça, elle a décidé de surseoir à l'admission de la Tunisie et du Maroc. Pendant 4 ans, l'équipe du FLN sillonne la planète et rencontre les équipes des pays frères. Maroc, Tunisie, Irak, Yougoslavie, Hongrie, Pologne, Chine, Vietnam. Ils y remportent des victoires spectaculaires qui servent la cause algérienne. Ils sont reçus en héros par Tito et Ho Chi Minh et entrent dans la légende des indépendances. C'est l'équipe du FLN en Chine avec le général Giap, qui a vaincu l'armée française à Dien Bien Phu. C'est un grand monsieur et il nous a fait une petite réflexion en disant « De toute façon, vous allez gagner parce que nous, on les a battus, donc vous allez les battre. »